Bonjour à tous. Nous sommes heureux avec Eva Dell'Innocenti, notre directrice des patrimoines, de vous accueillir pour cette deuxième table ronde. Donc la semaine dernière, elle était consacrée au patrimoine écrit. Cette semaine, nous allons explorer un autre type de patrimoine, le patrimoine sonore, le patrimoine musical. Alors je voudrais remercier Jean-Pierre Barbero, qui d'habitude est plutôt en majesté dans sa Villa Masséna, et qui a beaucoup de cordes à son arc, ou à sa harpe, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et qui accepte de jouer les chefs d'orchestre pour cette table ronde-là. Je ne sais pas ce que j'accepte, mais j'espère que vous serez compréhensif sur ce que je peux dire de mon côté, parce qu'à côté de moi, j'ai quand même 3 personnalités qui connaissent beaucoup mieux ce métier et ce que nous allons présenter. Voilà. Alors, à savoir que quand on parle de patrimoine musical, c'est très vaste. On a 3 intervenants qui vont chacun éclairer des pans différents. On n'est pas exhaustif, je veux bien le dire, parce que voilà, c'est impossible. Puis aussi, en 1 heure de temps, c'est... Par contre, vous savez que la parole sera à vous à un moment dans cette table ronde, donc n'hésitez pas à parler. Frédéric Ray va illustrer les orgues qui sont un sujet ô combien important à Nice. Monsieur Bianco va plutôt nous parler de patrimoine, de résurrection de patrimoine et de comment on fait toujours vivre ce patrimoine-là. Alors les orgues aussi, mais d'une autre façon, de la réinterprétation. Et Frédéric Fauqui est le grand responsable, monsieur patrimoine sonore de la bibliothèque de Nice. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, on fera une petite incursion sur les instruments du palais Lascaris. Voilà, juste peut-être dire 2 mots. En tout cas, on vous remercie d'être aussi nombreux. Et puis je laisse tout de suite la parole à Jean-Pierre Barbero. Merci. Pour une fois, j'ai préparé, j'ai fait des notes, ce qui change un peu de mon habitude. Et je voulais juste vous dire qu'on dit souvent que le patrimoine, c'est ce que les générations passées nous ont transmis. Mais le patrimoine musical pose un problème particulier. Pour l'essentiel, personne ne nous l'a vraiment transmis. Les chants des pénitents niçois ne sont pas arrivés jusqu'à nous dans la gorge de nos grands-parents. Ils sont arrivés dans des manuscrits illisibles, des partitions oubliées, et parfois dans la mémoire fragile d'un vieillard rencontré par hasard dans un village du Haut-Pays. Le patrimoine musical est donc moins une transmission qu'une reconstruction permanente. Et c'est cette reconstruction que nous allons examiner avec mes 3 camarades, amis qui sont à mes côtés et qui, chacun d'entre eux, va pouvoir se présenter. Ça marche? Oui. Voilà, je m'appelle Michel Bianco, je suis né en 1955. Je suis musicien depuis toujours. Je fais partie des affreux intermittents du spectacle. Voilà, j'ai 71 ans, je suis à la retraite, mais je continue à travailler. Ça me plaît, c'est comme ça. Je m'occupe du corps d'Aubert. Bonjour. Donc Frédéric Fauqui, je suis responsable de la bibliothèque patrimoniale Romain Gary et également en charge des collections patrimoniales sonores. Donc on va en parler, je vais détailler un petit peu. On connaît assez peu ces collections patrimoniales, donc je suis ici et je remercie d'ailleurs Cécile Verdoni et toute son équipe pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir parler de ces collections patrimoniales qui sont assez méconnues et qui méritent d'être mises en lumière. Bonjour à tous, je suis Frédéric Ray. Je suis chef d'établissement du Centre culturel de la Providence et du Théâtre de la Semeuse à Nice. Donc je fais partie d'une des plus anciennes associations de la ville, puisque la Semeuse elle a été créée en 1904 et qu'elle est très active dans le domaine culturel depuis des années. Elle a pratiquement 10 000 spectateurs par an dans tous ses établissements.
Et évidemment, à titre personnel, je mets en scène, j'écris et je joue aussi pour la Semeuse et pour d'autres compagnies un petit peu partout. Et j'enseigne également le théâtre, qui est une de mes grandes passions. Mais évidemment, il y a un lien avec la musique parce que le théâtre et la musique, c'est inséparable. Et j'étais aussi amené à mettre en scène des opéras ou à intégrer pleinement la musique dans mes œuvres. Alors, cette table ronde, elle est basée sur 3 thèmes. Qu'est-ce qu'on transmet? Comment fait-on? Et à qui appartient ce patrimoine? Et pour commencer, la question, c'est qu'est-ce qu'on transmet exactement? Et pour tenir compte d'un fil conducteur, on est parti sur la bibliothèque sonore. Et au fur et à mesure, ce que vous verrez sur les diapositives, c'est le contenu des éléments qui peuvent vous parler de ce qu'est le patrimoine matériel. Et en même temps, le regard de Michel et le regard de Frédéric II, non, c'est Frédéric, oui, parce que j'ai 2 Frédéric avec moi, alors j'avais pas de chance, avec Frédéric Rey, c'est d'apporter justement cet équilibre entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Et lorsqu'on regarde, il y a la collection patrimoniale sonore, avec 200 000 documents sonores qui sont conservés. Et on peut se poser une question, et c'est la première question pour toi, ces 200 000 documents conservent-ils la musique ou les objets qui l'ont un jour contenus? Alors, évidemment, comme souvent, on répond à ce genre de questions, c'est les deux. Bien évidemment, bon, c'est parler des collections, c'est parler effectivement d'énormément de points d'accès à des raisons de conserver ces documents, de raisons, il y en a des dizaines. Pour parler des collections en elles-mêmes, effectivement, c'est la 2e collection, on le sait peu, mais la ville de Nice conserve tout de même la 2e collection patrimoniale en France, c'est-à-dire la première de province, c'est-à-dire hormis Paris. Bien sûr, nous ne pouvons pas rivaliser, nous ne le souhaitons pas avec Paris, avec la Bibliothèque nationale de France ou les collections de Radio France, par exemple. 200 000 documents sonores, dont 100 000 documents micro-sillons, 80 000 78 tours, d'autres supports, des bandes magnétiques, des CD, des laserdiscs, enfin toute une possibilité différente de supports. Ça vient, ma réponse arrive, c'est lié. Et donc, pour se donner une idée, on en parlait, mes collègues en parlaient assez justement on se figure assez bien ce que représente une collection patrimoniale avec son métrage linéaire. Ça représente 2 km en termes de mètres linéaires, et un disque c'est fin. Donc vous imaginez, c'est à peu près du Castelplage jusqu'au Negresco, en gros, hein, en métrage linéaire, ça fait quand même pas mal de micro-sillons. Et donc oui, les deux, c'est-à-dire que on conserve bien sûr une interprétation, on conserve une voix, on conserve le contenu en termes de patrimoine sonore, musical, mais pas forcément que musical d'ailleurs, il y a patrimoine non musical qui est conservé dans nos collections. Et il y a aussi une mémoire industrielle, l'histoire de la manière dont nous avons tenté, depuis Édouard Léon Scott de Martinville jusqu'à maintenant, nous avons tenté de fixer cet élément éphémère que constitue le titre d'ailleurs de cette table ronde, cet élément éphémère que constitue la musique. Comment, ça a été une obsession de beaucoup d'inventeurs, hein, depuis. Donc je disais Cocorico, le français Édouard Léon Scott de Martinville, qui a fixé sur Noir de Fumée la première trace sonore jusqu'au numérique actuellement. Donc il y a dans cette collection patrimoniale au moins deux grands piliers, de grandes volontés de fixer, de conserver les objets eux-mêmes, c'est-à-dire les disques, bien sûr, les disques, on en a vu une photo tout à l'heure, du saphir,
les disques à gravure verticale, latérale, les CD, le disque micro-sillon, enfin tous les supports possibles qui ont jalonné. Donc une mémoire industrielle et aussi le contenu des disques. Oui, parce que lorsqu'on parle du contenu, on a beaucoup de partitions aussi. Et la question, Michel, c'est un chant qui dort d'un carton d'archives, est-ce encore un patrimoine vivant ? C'est aux musiciens de le faire vivre. C'est vrai que on va parler de la bibliothèque du Bouchage. Enfin, excusez-moi, c'est mon époque. Et là-dedans, on a trouvé, heureusement, avec le Courredebert et puis avec notre travail qu'on a fait, on s'est aperçu que les gens avaient envie de transmettre, avaient envie de nous faire passer leur savoir. Ça peut être quelqu'un au fin fond du haut pays, ça peut être aussi dans les bibliothèques, puisqu'on a trouvé le manuscrit des franciscains de Saorge qui est à du Bouchage. Et je dois dire que c'est là-dedans, on écoutera tout à l'heure un Sanctus extrait de ce manuscrit. C'est monodique. Alors, on l'a chanté monodique la première fois. Et puis après, il y a eu un truc artistique qui fait que là, je pense que quand on le chante tous ensemble, on chante la partition en essayant de le chanter le mieux possible. Mais après, il y a eu un effet d'harmonie qui est en fait, et j'en parlerai tout à l'heure de ce phénomène harmonique, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, de toute manière, n'attend qu'un déclencheur. Il y a des partitions, c'est vrai qu'il y a alors des 2 km de disques, etc. C'est énorme. À Saint-Tréparat, il y a des mètres linéaires aussi, mais des centaines de mètres linéaires de partitions aussi. On n'arrive pas, il faudrait toutes les prendre, c'est impossible, c'est un travail d'enfer. Il faudrait en prendre une et puis lui donner vie. On lui donne vie en lui donnant une idée musicale. Je crois que c'est ce que tu fais d'ailleurs. Et ces collections se sont constituées en grande partie par des dons privés, des hasards biographiques plutôt qu'une politique délibérée, lorsqu'on regarde un peu la manière dont les collections ont été montées avec le temps. Et votre propre collecte, toujours pour toi Michel, les manuscrits des pénitents, le chant transmis en famille, s'est-elle construite de la même façon ou avez-vous une vision d'ensemble au départ ? Tu t'es dit, tiens, j'ai envie de... Et cette envie nous a mené aujourd'hui, 40 ans plus tard, à voir le Courredebert tel qu'il est monté. Oui, c'est difficile parce que ce qui est à l'origine, c'est des fois simplement une mélodie. On entend quelque chose, on voit une partition, c'est sympa, ça a l'air... Il y a un mode spécial, c'est-à-dire un enchaînement de ton demi-ton bizarre, qui est un peu original, qui donne quelque chose. Et là, on a envie d'aller plus loin, on a envie de le faire vivre. Enfin, moi, je l'analyse pas comme ça parce que moi, mon truc musical, c'est un bricolage intégral. J'ai fait du rock, j'ai fait du jazz, j'ai fait de tout. Mais à l'arrivée, ça se combine pour être une musique un peu bizarre, un peu que j'aime bien aussi. Bizarre peut-être. Mais c'est du bricolage pour moi, mais c'est ce qui donne l'étincelle. Frédéric Ray. Et oui, Frédéric, je ne peux plus dire. La Société de musique ancienne répète dans votre centre. Est-ce que ces musiciens vont consulter les archives de la bibliothèque pour préparer leurs interprétations ou travaillent sur des fonds extérieurs ? En fait, les gens qui viennent chez vous, ils viennent par rapport à... Alors, consulte-t-il les fonds de la bibliothèque ? Bien, j'aurais posé la question. J'aurais dit comment vous travaillez, puisque j'étais un peu curieux justement à travers ça, et ils m'ont répondu qu'aujourd'hui, l'essentiel des recherches se fait évidemment sur Internet, qu'ils ont aussi leur propre culture et leurs propres archives de morceaux, de musique. Donc, c'est vrai que le réflexe n'est pas forcément d'aller consulter cette bibliothèque et ses fonds, ce qui est bien dommage, parce que, on en parlait tout à l'heure, est-ce que les choses se font de concert ou séparées ? Malheureusement, parfois, les gens n'y pensent pas. Donc,
voilà, ils viennent jouer chez moi, mais ils ont, avec leurs propres recherches, déjà mené un travail. Oui, parce qu'en fait, il y a une question qui peut se poser à tous les trois. Existe-t-il une politique de transmission du patrimoine musical, Nice, dans les Alpes-Maritimes, je dirais même en France, ou une démarche parallèle qui s'ignore? Mais tu as donné à peu près une première réponse. Oui, juste pour dire, effectivement, ce type de table ronde et les premières rencontres qu'on a pu avoir, c'est peut-être déjà le début d'une tentative de se coordonner entre acteurs publics, ville de Nice, et associatifs, puisque nous sommes une association et que nous avons notre propre démarche, que la ville aussi a sa propre démarche, mais que je crois qu'on a tous à cœur de mener une démarche commune. Oui, il faut y arriver. Ah oui, ça, effectivement, on l'appelle de nos voeux, c'est évident. Et puis, pour rebondir là-dessus, au sujet du patrimoine sonore, par rapport à la partition, il y a effectivement une différence notable, c'est que ce que le musicien va chercher dans le patrimoine sonore, c'est moins évidemment de restituer, c'est-à-dire de récupérer la trame pour pouvoir ensuite donner une interprétation, mais comme plutôt d'aller chercher des versions différentes, des propositions d'autres, j'allais dire, collègues musiciens qui, par le passé, et nous en gardons la trace, justement, c'est toute notre vocation en tant que conservateur du patrimoine sonore, c'est de conserver ces traces-là et de les restituer les plus anciennes possibles et de les confronter. Nous avons par exemple, un exemple parmi quelques-uns, nous avons les enregistrements d'Otello par Tamagno. Et donc Tamagno, c'est au plus proche, c'est-à-dire qu'il a reçu, lui, les conseils, les directives directement du compositeur, Verdi. Donc du coup, c'est quand on va chercher ce patrimoine-là, cette interprétation de Tamagno sur 78 tours avec les conditions de captation de l'époque, ça donne une indication précieuse aux musiciens de la manière dont le compositeur, au plus près des directives du compositeur, ça a été composé. Donc c'est effectivement une bonne idée de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir justement confronter ce qui a été fait, le passé, les collections patrimoniales sonores avec les musiciens et leur proposer justement des propositions, enfin des interprétations différentes et celles qui sont au plus près possible de celles proposées par le compositeur. Michel, quelque chose à rajouter? Ouais, non, c'est vrai que on a plusieurs approches de ce patrimoine, mais quoi qu'il arrive, la musique, c'est simplement de l'air qui vibre. Et quand ça s'arrête de vibrer, il reste une impression. Voilà. Pour moi, la musique, c'est ça. Et on peut être interpellé par des disques, des fonds, des partitions, des trucs, des machins, mais à l'arrivée, c'est juste un moment magique, ou pas, mais qui... On pourra avoir toutes les sources qu'on voudra, mais à un moment donné, le faire vivre, ce patrimoine, qu'il soit une musique patrimoniale ancienne ou récente, quoi, il faut une étincelle. Non, mais tu prends un choc convaincu, là. Le spectacle vivant, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puisqu'on avance tranquillement, on est à la fabrique de la transmission, et il y a une question pour tous les trois. Je voudrais que chacun de vous décrive un moment précis où vous avez eu la sensation de sauver quelque chose ou au contraire de le perdre malgré tous vos efforts. Qui a gagné ou a perdu quelque chose en premier? Frédéric Ré? Oui, non. Juste à la oui, dis-moi. À la précédente diapositive, comme ça sera un support justement pour le... Voilà. Plutôt, je vais être plutôt positif que négatif. J'ai plutôt tendance à dire ce que nous
la manière dont on enrichit les collections plutôt que les perdre. On est là justement pour faire voyager ces documents. On est là pour qu'ils nous survivent, je le dis souvent, donc du mieux que nous pouvons avec les moyens techniques qui sont maintenant mis à notre disposition pour le faire. Donc, je préfère parler de l'enrichissement, je vais y arriver, des collections. Et je vais, là, c'est cité dans le diaporama, plutôt la collection s'est constituée donc avec des collectors, avec un noyau fondateur, les disques collectors. Je ne peux pas détailler trop parce que là, on ne m'arrêtera pas. La Jazzothèque, puisque Nice, les deux piliers, vous le savez, hein, les deux piliers de l'histoire musicale de Nice, c'est l'opéra et le jazz. C'est bien sûr, donc la Jazzothèque qui était aussi à Cimiez, tout à fait. D'anciennes collections de prêt. Je rends hommage d'ailleurs à celle qui a eu cette idée-là, une bibliothécaire conservatrice, qui est Françoise Clément, qui a eu l'idée de garder les collections de prêt plutôt que les CD comme l'ont fait toutes les collectivités au bénéfice du CD. Françoise Clément a gardé, s'est dit tiens, on va garder, ça va faire patrimoine. Elle a eu raison. Donc ça, c'est une réussite, c'est l'instinct du conservateur, j'allais dire. Il est vraiment, il s'incarne là. Et les bibliothèques municipales de la région et des dons, bien sûr, qui se sont constitués. Et là, je réponds à cette question, à votre question. L'aspect positif, ce sont les donateurs. C'est vraiment la relation aux donateurs que je veux mettre en exergue là. Donc, il y a 4 grands dons qui sont venus enrichir les collections patrimoniales. Le fonds Montbeg, Jacques Montbeg, qui malheureusement pas pu venir, je l'avais invité, mais qui, de son vivant, et c'est une chose rare, a cédé toute sa collection qu'il a constituée depuis l'âge de 15 ans, une collection d'opéra, 5000 disques, avec l'un des disques sur lequel que je voudrais vous faire écouter, et fait partie des collections qui ont été données par Jacques Montbeg, des collections rarissimes, des disques, vous allez voir tout à l'heure, hein, je vais parler de Caruso, des disques rarissimes. Donc c'est un collectionneur qui aussi nous a fait confiance. Ça n'arrive pas par hasard. On ne nous donne pas des collections parce que on a vu de la lumière et on cède des collections comme ça. C'est aussi montrer que nous prenons soin du patrimoine. Ce soin, ce professionnalisme-là va attirer les dons et de plus en plus riches. La discothèque de Monaco, c'est un don prestigieux qui date de bien 10 ans maintenant, même peut-être un peu plus. C'est les collections patrimoniales sonores de Monaco. Vous savez que les mètres carrés sont assez onéreux à Monaco. Et ils cherchaient un moyen de quelqu'un ou d'une autre institution, et donc nous sommes voisins. Nous avons évidemment accueilli à bras ouverts les collections patrimoniales sonores de Monaco. C'est 45 000 disques, et parmi les 45 000 disques se trouvait dans ces collections une partie de la discothèque 78 tours de RMC. Donc il a fallu évidemment documenter ça. Savoir faire distinguer les collections, j'allais dire le tout venant, de la discothèque de RMC. Il y avait des petites choses écrites sur les disques, etc. Je me suis renseigné, j'ai demandé auprès d'anciens discothécaires. C'est quelques exemples. On a parmi ces collections, ils ignoraient d'ailleurs ça, c'est très glamour ça. Il y avait 7 disques que j'ai trouvés comme ça dans une boîte d'archives, et ces 7 disques, il y avait écrit Real Seal, il y avait écrit Frank Sinatra, Grace Kelly, Bing Crosby, etc. Et il s'agissait en fait de disques directs, d'enregistrements directs sur scène, de répétition du film High Society,
en 1956, qui était le dernier film que Grace Kelly a fait avant son départ et son mariage. Et donc, elle avait certainement ces disques-là dans ses bagages. Donc, ces disques-là, quand je les ai trouvés, je me suis dit quand même, bingo. Donc ça, c'est vraiment des collections exceptionnelles. Donc, puisqu'on veut rester sur le côté positif, Michel, ton premier trésor. La particularité de la musique traditionnelle, puisqu'on va dire qu'on fait de la musique traditionnelle, c'est qu'il y a deux sources. Il y a effectivement des partitions qu'on trouve chez vous, à la bibliothèque, et puis il y a aussi la transmission orale. Il y a des gens qui ont un savoir et qui désirent le transmettre. Ce savoir, c'est pas forcément quelqu'un qui joue du piano, de l'orgue, qui a une oreille harmonique quelconque. C'est simplement quelqu'un qui sait qu'après lui, ça n'existera plus. Et ça, c'est une chose qu'on a régulièrement trouvée, des gens dans le fin fond de tout le pays niçois et même ailleurs, des gens qui, cette mélodie, après eux, elle n'existe plus, ils le savent. Alors ils essayent de nous la prendre, de nous la donner. Et ça, c'est un grand moment, je dois dire. Un jour à Molière, on avait récolté Sylla des Maries, un cantique niçois en niçois. Ça, c'était un grand moment. Voilà. Oui, puisque je vais omettre la même question vers toi, mais pour aborder peut-être la continuité, parce que tu viens de me parler du patrimoine oral. Et la question qui pourrait être liée, parce qu'on parle de capacité à conserver, on parle de règles, de gestion climatique, d'hygrométrie, et puis il y a la manière dont on transmet tout ça. Et le patrimoine matériel est fragile d'une façon, on le voit ici, mais est-ce que la transmission orale n'est pas plus robuste que les archives ? Est-ce que le fait que tu chantes et que tu transmets aux jeunes générations ce qui est écrit sur les partitions par la transmission orale n'est pas aussi forte que ce qui peut être, il ne va pas être content, la partie conservation bibliothèque, aussi important que ce qui se trouve dans les bibliothèques. Ben, la transmission orale, bien sûr que c'est important pour les gens qui n'ont pas la culture de la musique écrite, mais qui ont quand même une pratique musicale. Il y a des tas de gens dans ce département qui ont joué de la musique, qui jouent de la musique et qui jouent d'oreille. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose de parfaitement compréhensible. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de partitions, on parle beaucoup de supports, mais en même temps, la musique, c'est la musique de tous les jours. J'allais dire, quand on chante dans la douche, c'est de la musique aussi. Mais ça a un côté extraordinaire, cette oralité. Ça a un côté extraordinaire parce qu'on le déforme à la loisir. On entend un truc et on le transforme. À l'instant où on le rechante, on l'a déjà transformé. Et c'est ça qui est bien. Pour moi, ça me plaît. Frédéric Rey, lorsque on regarde, enfin pour moi qui étais à l'opéra, pour ceux qui me connaissent, je crois qu'il vaut mieux des fois quelqu'un qui commet une erreur, une mauvaise note, une fausse note comme on dit, mais vivre le présent. Peut-être que tous les CD qui ont été enregistrés à la perfection, je pense que tu le vois sur scène, et c'est cette passion-là qu'on retrouve, Michel, lorsque le corps chante. Il y a quelque chose de spécial quand même, c'est la musique tempérée et la musique non tempérée. Musique tempérée, c'est donc le clavier du piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Tout divisé en espaces exactement les mêmes. Mais la musique non tempérée, c'est pas ça. La musique normale, c'est pas ça. C'est des intervalles qui sont tout à fait différents. On le retrouve ça dans toutes les musiques indiennes, tout ça. Eux, c'est leur pain quotidien, la musique non tempérée. Nous, avec le cor, par exemple, si on chante avec un piano, ou si on chante avec une guitare, ou des instruments qui ont des frettes, qui ont des intervalles trop précis pour moi, on est toujours faux quand c'est comme ça. Et ça sonne pas surtout.
ça ne sonne pas. Et à un moment donné, ça se met à sonner. Alors on sait, c'est parce que ça se met en musique non tempérée, en accord. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Non, Parce qu'il dit non de la tête, vous avez vu, hein? Non, je dis pas non, mais je dis ces pianistes, ils sont vraiment fautifs de devoir, cantonner la musique à des intervalles tempérés. Oui, alors juste un petit détail, c'est que on n'y échappe pas quand même au patrimoine sonore conservé. C'est-à-dire que même la tradition orale peut s'enregistrer et justement et être conservée. Et ça, c'est pour nous un point d'intérêt puisque les collections patrimoniales sonores, c'est aussi un fonds local, un fonds régional. Et donc, nous sommes aussi intéressés par tout ce qui est captation et enregistrement. Oui, mais Frédéric, la numérisation préventive, solution durable ou nouvelle fragilité technologique? Oui, parce que c'est bien beau, on a tous nos VHS, hein. On a tous des disques et puis on n'a plus forcément de tourne-disques. Oui. Mais c'est toute la question parce que comment on va continuer à transmettre si les objets, si les CD disparaissent au bout de 10 ans? Si à un moment donné, quel est le rythme et la manière de protéger tout ce que nous avons ici? Alors, le rythme, effectivement, la question de la numérisation, on part de la fin, puis on revient sur le... J'allais dire, on n'a jamais fait mieux que graver dans le marbre. Là, au moins, c'est pérenne, mais c'est déjà plus pérenne. Et à mesure que nous avançons dans les technologies, nous perdons en pérennité, en durabilité du support. Et on le voit tout particulièrement avec le problème du numérique, effectivement. Donc le problème du numérique, c'est que c'est éminemment fragile. Le 21e siècle, ce que je dis assez souvent, c'est que le 21e siècle risque d'être un siècle de l'oubli, de l'amnésie, parce que le support numérique est éminemment plus fragile. Quand on remonte comme ça le temps, on s'en aperçoit. Et quand on a justement cette mémoire, on conserve cette mémoire du support sonore, on s'en aperçoit évidemment de manière beaucoup plus aiguë. Il faut, pour pouvoir numériser et conserver de manière relativement pérenne les supports numériques, avoir deux grands axes en tête, c'est-à-dire la pérennité du support numérique, c'est-à-dire du fichier. Donc il faut le dupliquer, le mettre dans des serveurs, mais ça c'est tout le problème de la pérennité des supports numériques, mettre dans des serveurs, dans des coins, dans des lieux géographiques très, très éloignés pour éviter que s'il y a un incendie, si un serveur prend feu, il sera dupliqué ailleurs. Mais aussi, et c'est important de ne pas l'oublier, c'est qu'il faut aussi garder la mémoire de la manière dont on encode les documents. C'est-à-dire que quand dans 50, 100 ans, 150 ans, le MP3, on en rediscutera sans doute. Mais je crains qu'il se gratte le menton dans plus d'un siècle devant quelque chose qui va être de l'ordre de... J'exagère un peu, pas de la pierre de Rosette, mais quand même pas très très loin, parce qu'il va falloir retrouver la manière dont a été encodé le document. C'est déjà le cas actuellement. Nombre d'entre vous, je suis persuadé, ont essayé de retrouver, chercher ces vieux fichiers dans un vieux disque dur quelque part, essayer de les retrouver et afficher. L'ordinateur vous a affiché que le format n'était pas compatible avec votre ordinateur. Donc ça, c'est un enjeu. Et quand on remonte comme ça le temps, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de facilité à quand même restituer le son, malgré quand même, ça demande quand même un peu de savoir-faire et de technique et de travail, d'études préalables. On parle de protection, de retrouver,
Et là, ce que j'ai mis à l'écran, c'est l'orgue. Et je crois que le spécialiste, Frédéric. Alors, je ne suis pas spécialiste des orgues, mais du moins je connais bien le mien. Oui, nous avons la chance au Centre culturel de la Providence, qui est une ancienne église, de disposer d'un orgue qui a été réalisé par les frères Concone dans le Piémont au XVIIIe siècle. Donc les Concone étaient une grande famille de facteurs d'orgue. Et donc nous avons la chance d'avoir cet orgue. Et cet orgue, pendant de très nombreuses années, il était absolument méconnaissable. Là, vous le voyez sur cette photo, il est resplendissant, il est doré, il est dans des couleurs magnifiques. Mais quand nous l'avons trouvé, il était complètement cassé, il était bruni parce que la mode du 19e siècle, on avait changé la couleur du buffet. Enfin, il était absolument méconnaissable et puis il était inutilisable, cet orgue. Et là, on a eu la chance d'avoir un président à l'époque, Louis-Xavier Michel, qui était un passionné du patrimoine, qui était un grand défenseur aussi de cela et qui s'est battu véritablement pendant 10 ans déjà pour le faire classer, le faire expertiser, classer. Il a été classé donc en 2003 monument historique. Et puis, eh bien, sa volonté de faire a fait qu'il s'est battu pour qu'ensuite on trouve des fonds pour le restaurer. Et cette bataille a été très longue parce que bon, nous ne sommes pas ville de Nice, nous ne sommes pas département des Alpes-Maritimes, et donc nous sommes une association. Il a fallu recueillir tous ces fonds, et puis ça s'est fait. Ça s'est fait. L'orgue est parti en restauration. Il a été remis vraiment dans son état d'origine. La peinture que vous voyez, c'est celle de 1724, puisque l'orgue a été réalisé en 1724. Il est dans ses couleurs d'origine, dans ses tonalités d'origine, et même le système mécanique a été remis à l'origine, puisque bon, on a quand même ajouté l'électricité, hein, faut le dire. C'est plus le souffle à pied. Mais du moins, en tout cas, cet orgue a été vraiment remis dans ces conditions. Et donc, c'est une très belle histoire. Et en même temps, pour répondre à la question, la voie d'un héritage vivant, comment aujourd'hui fait-on vivre un orgue comme celui-là, qui est le plus ancien du département des Alpes-Maritimes? Eh bien, tout de suite, notre conseil d'administration a dit bien, il faudrait que des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs aussi, puissent prendre des cours sur cet orgue. Alors on a embauché une professeure d'orgue, une organiste, voilà, qui donne des cours. Et là, vous voyez, il y a des élèves qui viennent découvrir cet instrument magnifique. Mais pas que. Tout à l'heure, on parlait de la Société de musique ancienne. Eh bien, la Société de musique ancienne, qui est un orchestre résident chez nous, qui donc a une activité toute l'année de répétition et de présentation pour les scolaires et de concerts, eh bien, cette Société de musique ancienne, elle a décidé de consacrer un certain nombre de concerts dans l'année à cet orgue. Alors, tout ça, c'est une volonté très forte et je dirais courageuse, parce que, honnêtement, les orgues, ce n'est pas forcément le répertoire, même dans le répertoire ancien et baroque, qui attire le plus. Soyons clairs, quand on programme des concerts, et c'est mon rôle, j'aurai beaucoup plus de monde sur une voix humaine que sur une voix orgue. Mais voilà, il y a cette importance que cette pièce majeure finalement du patrimoine niçois bien reste vivante et accessible. Alors évidemment, on le valorise aussi pendant les journées du patrimoine, mais vous voyez, on ne fait pas que ça. On ne s'arrête pas aux journées du patrimoine. Non, ça c'est bien. Michel, pour vous qui travaillez sur la polyphonie, est-ce que cet instrument est un cousin de la voix humaine ou une autre forme de patrimoine? À mon avis, c'est une autre forme. Mais c'est la complexité du clavier, même si, à mon avis, ces orgues sont accordés, peut-être pas de manière extrêmement dure par rapport au tempérament. C'est-à-dire qu'à mon avis, on s'arrange un peu, quoi, toujours. Mais je pense que c'est
deux choses différentes. Maintenant, quand nous avons travaillé, nous, sur ce répertoire de musique sacrée, etc., qu'on s'est vraiment lancé là-dedans, on a été conseillé, parce que là, il faut le citer, c'est Michel Foussard, qui nous a... alors lui, c'était le type le plus formidable que j'ai trouvé là, sur ce sujet. Et on a effectivement, à l'intérieur de ces partitions que nous avons trouvées, de ces manuscrits, on a des moments où il fallait de l'orgue. Et de l'orgue avec une technique spéciale qui s'appelle l'alternatime. Et je crois que si tu veux, on peut écouter le morceau et tu nous en parles à la suite. Oui, oui, volontiers. Franck, si tu veux bien. Alors, c'est un peu long comme morceau. Mais il y a Franck qui est en train de baisser l'orgue tout doucement. Voilà. Alors, ça, c'est un travail donc d'alternatime. C'est normalement de la musique qui n'est pas écrite. On a été chercher un grenoblois, Pierre Perdigon, pour réaliser on ne trouvait personne on voulait nous mettre du Frescobaldi, du ci, du là, c'est la même chose, tu vas voir, etc. Mais on a voulu vraiment avoir quelqu'un qui improvise entre les... Alors, il voit la partition de ce qui va se jouer et il a donc conscience de la gamme, de tout ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, c'est ça l'alternative. Pour moi, c'est d'une richesse et il fait ça. Le Pierre Perdigon, quand on a joué ce spectacle, il fait ça sur tout type de morceaux. Alors c'est ce qui est amusant, quoi. C'est la richesse, c'est ça, vivre la musique vivante, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on lance Sanctus derrière? Voilà. Alors. Si on peut, peut-être que tu voilà. nous dis 2 mots. Alors, voilà, c'est parti. Bon. Enfin, je vous explique quand même. Le Sanctus, c'est le Sanctus des franciscains de Saorge qu'on a récupéré donc à la bibliothèque du Bouchage. Et la première fois, il est chanté comme la partition. Donc c'est monodique. Voilà, c'est une mélodie qui est jolie. Et la deuxième partie, on a repris ça en mettant en effet harmonique comme quand on chante dans un endroit où il y a beaucoup de réverb, une réverb très longue, on a des notes qui reviennent. Et en théorie, ça ne doit pas cohabiter, c'est des notes qui ne doivent pas marcher ensemble, les notes de la réverb qui reviennent. Et là, on a essayé de faire un faux, alors c'est ce qui va arriver.
Simplement, dans cette harmonie, il y a des notes qui n'ont rien à voir, mais qui font partie de la mélodie. Et c'est vrai que de temps en temps, nous on appelle ça de l'harmonie empoisonnée, quoi. Ça ne doit pas. C'est des trucs, si à une époque on envoyait ça à la SACEM, ça revenait barré en rouge. Le type disait non, ça va pas. Ok, aujourd'hui ils font plus ça parce qu'il n'y a plus personne pour barrer en rouge. Mais besoin du musicien, oui, dans tous les cas. J'en parlais tout à l'heure parce que le musicien se réfère à l'archive parce que il a besoin de puiser les propositions d'autres interprètes aussi pour pouvoir soit s'en inspirer, soit justement s'en démarquer. Ça, c'est une chose, mais peut-être on peut revenir à la diapo sur les. On ne peut pas écouter. À moins qu'on écoute et puis après on vient sur la diapo. Parce qu'elle est juste derrière. La diapo est juste derrière. Par contre. Ça, c'est nos petits problèmes à nous techniques. Nous n'avons plus l'image puisque nous avons la musique. Qu'est-ce que tu préfères ? Voilà. Là, on va rester là-dessus. Je donne quelques explications sur la manière justement de restituer les 78 tours. Je suis parti de cet exemple-là, mais le problème se pose sur tous les supports. Mais le 78 tours en particulier, parce que c'est vraiment là on entre dans le patrimonial et l'ancien. Donc quand on dit, j'en parle souvent quand je fais soit des interventions, soit pour les journées du patrimoine. Quand on parle de 78 tours que nous conservons, tout ne tourne pas à 78 tours. Ça peut tourner à 80, 120, 100, 90, 70,42 tours par minute. Et ce n'est pas nécessairement écrit, et c'est surtout sur les 78 tours anciens, ce n'est pas écrit sur l'étiquette. Vous n'avez pas écrit ceci tourne à, parce que les appareils, c'est-à-dire les gramophones, pas les phonographes, c'est le cylindre, les phonographes. Les gramophones tournaient, c'était des formats propriétaires, comme maintenant, hein, d'ailleurs. Rien n'a changé réellement depuis Berliner jusqu'à maintenant. Hein. Les industriels ont voulu créer des formats propriétaires pour avoir un monopole. Donc les 78 tours ne tournent pas tous à 78 tours. Et j'ai pris comme exemple... je le prends souvent cet exemple-là, mais qui est assez emblématique d'un disque qui fait partie du don, je parlais tout à l'heure, Jacques Monbeg, et qui est en fait, alors je ne sais pas combien de temps j'ai encore pour parler de ça, mais je pourrais passer des heures là-dessus, mais qui est en fait le premier, parmi les premiers enregistrements du ténor archi-célèbre qui est Enrico Caruso, et qui a été enregistré en 1902. Alors, le 11 avril 1902, dans une chambre d'hôtel à Milan, au 3e étage, je crois. L'hôtel existe. Hein. La chambre, d'ailleurs, existe aussi. Je crois qu'elle porte son nom. Ont été enregistrés les premiers disques de Caruso. Et donc, parmi ces 10 prises qui ont été âprement négociées avec son... On ne peut pas dire son agent, mais c'était son pianiste, Cotone, à prix d'or d'ailleurs. Ils ont enregistré avec pas Émile Berniner, c'est la Gramophone Company, mais pour la Gramophone Company, Fred Geisberg, qui était l'ingénieur du son, est venu avec ses valises, a enregistré 10 prises comme ça dans une chambre d'hôtel, et donc pour revenir encore, des choses, et donc a enregistré ça. Alors le problème de la restitution de ça, c'est qu'il n'y a pas écrit sur le disque que ça tourne à 78 tours, et ça ne tournait pas à 78 tours. Donc la question est de savoir, quand on restitue, quand on numérise un disque comme ça, on se pose évidemment plusieurs questions. Ça répond effectivement aussi à la question du musicien, c'est que quand on connaît, il faut avoir des connaissances de musiciens, au moins pour savoir qu'il a existé des diapasons. On parlait du tempérament égal,
de l'échelle tempérée, mais le diapason a évolué dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose que les musiciens connaissent bien. 18e siècle, jusqu'au 18e siècle, il y avait autant de diapasons, c'est-à-dire de notes de référence, le La, 400, au 21e siècle, c'est 440 Hz, le La à une température donnée, mais au 18e, il y avait autant de diapasons que de villages. Donc ça devait être, c'était assez compliqué, il fallait s'adapter. Et ensuite, au 19e siècle, les Français ont commencé à mettre un peu d'ordre dans la diapason et ont fixé à 435 le La. Verdi n'en a pas entendu de cette oreille parce que lui, avec l'opéra italien, il voulait quand même un diapason à 432. Parce que pour les musiciens, alors pour les chanteurs surtout, au niveau du muscle, mais ça vaut aussi pour les danseurs. Quand on y pense, on peut faire l'analogie entre les musiciens et les danseurs, c'est-à-dire que le diapason est aux musiciens ce que le tempo finalement est aux danseurs. C'est-à-dire que si vous augmentez le tempo d'un ballet, vous allez avoir même de manière très imperceptible, vous allez avoir des danseurs qui vont suer beaucoup plus. C'est un peu pareil pour les chanteurs. Si vous montez le diapason, vous montez l'aigu, forcément, et les ténors vont devoir attraper des notes extrêmement difficiles à attraper. Donc Verdi était pour un diapason fixé à 432 pour des raisons tout à fait pratiques. Donc il y a eu un débat, et à la fin du 19e siècle, il perdurait ce débat. Donc ce disque-là pose la question de savoir si dans cette chambre-là, c'est une question que je me suis posée, dans cette chambre-là, le piano qui était là, sur lequel on a accordé, qui a accompagné Caruso sur cette prise, était-il à raccorder au diapason de Verdi, au diapason en Italie à cette époque, au diapason français, ou alors était-il désaccordé? Donc, pour fixer une vitesse de rotation, c'est pas si simple. Et peut-être, Frédéric, qu'on va lancer pour voir quelle est la vitesse qui a été retenue. Non, parce que moi, je veux savoir la vitesse. J'ai besoin de connaître. Oui. Un faux départ.
D'ailleurs, on voit que ce n'est pas de la rénovation. On restitue le son tel qu'il était. Aujourd'hui, il faudrait passer ça à l'IA pour pouvoir supprimer les quelques... Non, tu veux pas ? Surtout pas. Donc, il y a une vraie différence entre la numérisation à des fins patrimoniales et la numérisation à des fins commerciales. C'est-à-dire que là, vous avez entendu un joli feu de bois qui comment dire, ça craque un peu. Je veux dire, ça permet la numérisation avec une optique patrimoniale. S'apparente au débat sur la restauration des tableaux. C'est jusqu'à quel point on va enlever la patine pour obtenir la couleur originelle. Bon, la question est à peu près la même quand on enlève des craquements et jusqu'à quel point on va enlever ces craquements. C'est-à-dire qu'on va enlever de la matière aussi sonore. Donc si on enlève des craquements, on va enlever, et si on les enlève complètement, effectivement, via l'IA, on peut réussir à obtenir une voix extrêmement lisse. Mais ce que je dis souvent, c'est que on va obtenir une voix ancienne avec des habitudes anciennes remises au goût du jour contemporain. Donc on va entendre finalement, ça va choquer l'oreille quelque part. Cette patine sonore, ces craquements, ces imperfections de l'enregistrement, y compris des imperfections intrinsèque de l'enregistrement, c'est-à-dire que quand on enregistrait dans la cire, l'aiguille s'enfonçait plus profondément dans la cire à mesure que les notes étaient aiguës, et donc ça ralentissait le disque. Donc il y a une espèce de pleurage naturel dans le disque. Il y a des hauteurs différentes en fonction de la hauteur de la note chantée. Donc là, ça devient un casse-tête monumental. Et donc, pour retomber sur mes pattes et sur la question, oui, quelque part, il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances musicologiques, à minima, musicales, bien sûr, d'ingénierie sonore, bien sûr, pour pouvoir... Alors, ça s'externalise, ça peut se faire, mais pour pouvoir quand même avoir cette capacité à pouvoir écouter et se dire, bon, là, ça va pas, il faut quand même connaître un tant soit peu la musique et l'histoire de la musique, l'histoire du diapason, j'en parlais, mais pas seulement. Les tessitures vocales, croiser la partition, les tessitures, le catalogue, le diapason, et en faire une proposition de restauration. Oui, une proposition, Frédéric Ray. Est-ce que vous programmeriez des disques dans une salle? Et pour quel public? Est-ce que je programmerais Enrico Caruso? Ici, dans la salle, on se dit, tiens, on vient chez vous, on fait une soirée disque 78 tours. Est-ce qu'il y a encore un public? Est-ce que vous le programmeriez? Quel serait, à part le côté patrimoine, le plaisir de pouvoir entendre Caruso se dire qu'on n'a pas eu le plaisir de le rencontrer? Je ne l'ai pas rencontré, je suis vieux, mais pas à ce point-là. Et se dire, à un moment donné, est-ce que c'est une possibilité de le rendre vivant face à un public, et lequel? Moi, je crois qu'on peut trouver un intérêt. D'ailleurs, là, nous sommes ici réunis et nous venons d'écouter Caruso. Et finalement, nous y avons, je pense, trouvé un certain plaisir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu un certain plaisir à l'entendre. Donc je crois que le public peut très bien avoir cela. C'est un peu comme quand on écoute aussi les disques de Florence Jenkins, qui sont très drôles. Effectivement, l'air de la Reine de la Nuit, avec un son... bon, en plus de ça, elle est très particulière, je veux dire. Il n'y a pas que du pleurage. Il n'y a pas que du pleurage, voilà. Mais je crois qu'il y a aussi un intérêt à entendre ces voix du passé. Et surtout, si justement on a quelqu'un qui peut faire le lien, expliquer et donner les techniques, je crois que ça peut être l'objet d'une soirée très amusante. Pour la petite histoire, d'ailleurs, j'ai programmé récemment, mais dans un autre répertoire, une conteuse qui a construit un spectacle entier autour de 45 tours des années 80. Et elle diffuse en direct, d'ailleurs, à l'aide d'une platine
des années 80, presque un manche-disque. C'est 45 tours et elle évoque tous les souvenirs que ça lui, voilà, qui reviennent à elle. Et c'est extraordinaire, en fait, le spectacle est génial. Et on pourrait faire une soirée comme ça autour de Caruso. Michel, on parle d'enregistrement. On parle d'enregistrement 78 tours, on parle du passé. À Berre, il y avait un studio important. Et lorsqu'on prend, là tu vas fêter tes 40 ans, et le studio, je crois qu'il a aussi un certain nombre d'années. Et la question, ça pourrait être que tu as chanté avec dans D'Agora de Lecomte, avec un orchestre symphonique, avec Francis Cabrel à 3 reprises. Ces rencontres transmettent-elles un patrimoine ou le transforment-ils au point de le trahir? Est-ce que les voix telles qu'on voit dans Corse ou lorsqu'on est sur ces groupes de chants traditionnels qui s'intègrent à la musique contemporaine, est-ce que c'est un moyen de transmettre le patrimoine? Alors, je ne sais pas si ça le transmet. J'espère que ça le trahit, en tous les cas. Parce que le patrimoine, c'est fait pour ça, quand même. C'est fait pour être trahi, non? Enfin, moi, les choses qui sont... On fait ça comme c'était avant, et c'était terrible, et c'était vraiment très bien, etc. Ça ne me concerne pas. Je fais ce que je peux. Depuis le début, je le dis, je fais du bricolage. J'intègre une suite harmonique qui vient de là, une formule rythmique. Je suis entre Frank Zappa. Un bricolage qui dure quand même. Hein? Un bricolage qui dure. Bricolage qui dure, oui. Tu as fait quand même les Jeux Olympiques, tu as fait plein de choses. Oui, on a fait des trucs vraiment, vraiment pas mal, quoi. Voilà. En 40 ans, on a fait quelques créations comme D'Agora, avec le compositeur Étienne Perruchon, avec enfin, pas mal de choses, quoi. Aussi de la musique avec des compositeurs en Italie. On a fait pas mal de choses, mais pour moi, sincèrement, et puis je le dis sans histoire, la tradition, le patrimoine, tout ça, c'est fait pour être trahi. C'est fait pour, bon, on prend ce qui nous intéresse et sinon, c'est pas vivant. D'abord parce que je crois que chacun de nous garde ce qu'il a envie du patrimoine. Tout à fait. Ce qu'on est d'abord capable d'intégrer, et puis ce qui nous plaît à un moment donné, c'est une suite harmonique, c'est une mélodie, et puis après, il y a une chanson qui s'appelle Le Rossignol qui vole à Nice, qui a été transformée par un compositeur célèbre, venu donc sur Nice. Et voilà, il a fait son bricolage à lui, si j'ose dire. Mais ça le fait vivre, c'est quelque chose qui le fait vivre. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur Le Rossignol qui vole, hein, parce que justement, c'est une chanson que moi j'ai retrouvée à travers le journal intime de Marie Bashkirtsev, cette peintre ukrainienne qui a laissé cet autoportrait incroyable que nous avons au musée des Beaux-Arts de Nice. Et donc j'ai écrit une adaptation de son journal intime pour la scène, et à un moment donné, elle explique que c'est sa chanson favorite et qu'elle la chante avec les gens du quartier de la Lanterne en particulier. Et donc dans le spectacle, j'ai eu envie que la chanteuse, enfin la comédienne joue ce morceau. Et c'était aussi une manière de transmettre la mémoire de cela. Et alors la comédienne me disait, mais tu es sûr que tu veux jouer ça? C'est un peu gnangnan. Je dis, mais non, moi j'y tiens. Et je crois que ça a une valeur. Et je crois que ça fera plaisir aussi aux gens de voir qu'il y a une continuité. Ça se transforme, c'est normal. Si ça vit, c'est que ça évolue, c'est que ça se transforme. Enfin, pour moi, c'est plutôt un peu ça. Là, sur la diapo, on parle de valorisation et de diffusion. Et en fait, lorsqu'on prend le Cor des Berres, on chante en Niçart, en Occitan, en Provençal, en Piémontais, en Ligurien. Ce patrimoine, il est transfrontalier par nature. Il est conservé par nous, mais qui a le droit de le transmettre et qui a le devoir de le conserver? Moi, juste un truc, ce patrimoine piémontais, ligure, provençal, alpin, niçois, on dit la montagne sépare les eaux, mais rassemble les hommes.
il y a toujours eu une vraie communauté au niveau de la montagne qui parle français, enfin français un peu, mais qui parle italien, qui parle piémontais, qui parle ligure. C'est des petites... S'ils veulent se comprendre, ils se comprennent. Après, vous avez toujours quelqu'un qui dit « Ah, ceux de la colline en face, on ne les comprend pas. Hein. » Il y a qui veut se comprendre et qui ne veut pas se comprendre. Voilà, c'était un petit aparté. Messieurs, Frédéric ou... Moi, je crois que la transmission, c'est à nous, les artistes, de le faire. Ce patrimoine musical, bon, la conservation, bien sûr, c'est peut-être un peu plus institutionnel, mais comme tu le disais, Michel aussi, à la fois de le transmettre sous sa forme originelle et transformer, et retransformer et réadapter de toute manière. Là aussi, je rebondis un peu sur ce que tu disais. À partir de quand quelque chose fait partie du patrimoine, à partir de quand il n'en fait pas partie, à partir de quand la soca devient-elle un plat traditionnel niçois ou le pambagna? En tout cas, pas avant le XVe siècle, parce qu'avant le XVe siècle, il n'y avait pas de tomates à Nice, quoi. Donc la question est toujours là. C'est qu'est-ce qui est traditionnel vraiment? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À partir de quand ça devient traditionnel ou pas? Ce qui est important, c'est de le faire vivre. Ça, c'est vrai. Alors la musique évolue, ça c'est une évidence. Ce que nous faisons, nous, c'est de documenter aussi le fait de conserver le patrimoine sonore, c'est documenter cette évolution, parce que ça permet, on parlait de Caruso, mais ça permet aussi, quand on écoute différentes versions à travers le temps, de pouvoir voir, de pouvoir avoir conscience. On en revient toujours au titre de cette table ronde, c'est un élément éphémère, c'est-à-dire que les quelques chanceux qui ont la possibilité, à un moment donné, d'être au bon moment, au bon endroit, sur tel village ou à telle époque, à tel moment, dans les montagnes, de pouvoir écouter un chant de berger ou un chœur qui va créer quelque chose, s'il a été capté, bien sûr, et au XXe siècle, on y échappe de moins en moins, surtout avec les téléphones portables. C'est un moyen, mais aussi parce que pas mal de musicologues ou d'ethnomusicologues se baladaient avec des nagras ou avec des moyens d'enregistrer, de capter, de restituer, de conserver et de voir aussi que cette tradition évolue d'interprète en interprète qui s'approprie effectivement de cette tradition et la fait évoluer. C'est tout à fait juste, il l'a fait évoluer. Donc il y a une évolution. On parlait de tradition orale. La tradition orale, elle peut être figée, c'est-à-dire que dans certaines contrées, il peut y avoir, quand il n'y a pas de tradition écrite, la tradition orale se fige, c'est-à-dire qu'on s'interdit. Ça s'est vu dans d'autres. On s'interdit de bouger la moindre note, la moindre inflexion, on est contrôlé là-dessus. Donc la tradition orale peut devenir extrêmement figée et ne pas évoluer. Une tradition orale dans un environnement de tradition écrite, on l'a vu, on l'a observé et a vocation à évoluer justement, à être transformé, à être, je dirais pas trahi, mais à évoluer pour que chaque musicien s'approprie de cette tradition pour proposer quelque chose à nous. De mon côté, je prêche toujours pour ma paroisse, de capter ces moments-là, si on a la chance de les capter, si quelqu'un le fait, si un musicologue ou un ethnomusicologue le fait, de nous proposer, de nous céder, en passant, on peut récupérer les enregistrements comme ça, de nous céder les documents, nous de les conserver pour permettre aussi aux chercheurs, parce que c'est aussi l'objet d'étude, et je rebondis aussi sur cette diapositive, c'est notre vocation que de transmettre au grand public, de nous montrer cette évolution
à tout le monde de pouvoir la documenter, aux chercheurs de pouvoir en permettre l'étude et aux institutions évidemment de pouvoir se les échanger ou travailler sur la meilleure manière de transmettre ce patrimoine. Donc par le biais du numérique. On arrive vers la fin de la table ronde et le sujet aujourd'hui c'est le patrimoine en danger, puisque tout le cycle de conférences, table ronde est lié à ce thème. Et donc, il y aurait une question qui vous adresse à tous les trois. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver au patrimoine musical niçois dans les 20 prochaines années ? Allez, je me lance. L'oubli. C'est-à-dire, c'est paradoxal, mais je dirais l'oubli. Cette occasion-là qui nous est donnée pour la BMVR de Nice, de parler du patrimoine sonore, c'est en permettre la connaissance auprès du grand public. C'est vous appropriez de ce patrimoine parce que vous savez qu'il existe. Donc, pour moi, le plus grand danger actuellement, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, à l'heure du téléphone portable, des réseaux sociaux et des multiples connexions, c'est justement de ne pas en parler et d'oublier un petit peu. Donc là, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir rappeler que nous avons un patrimoine sonore et qu'il se trouve, c'était sur la diapo juste avant, consultable sur une bibliothèque numérique patrimoniale qui s'appelle Nicea. Le site, c'est nicea-bmvr.nice.fr. Vous avez au moins plusieurs milliers de disques les plus rares qui sont conservés et qui sont à destination des chercheurs, des institutions. L'oubli, c'est une partie de ce patrimoine-là qui peut ne pas être accessible parce que difficilement numérisable. Enfin, c'est un barbarisme, mais qui peut être difficilement numérisé. C'est aussi un patrimoine qui peut être pas forcément un peu plus dissimulé. Cécile en parlait tout à l'heure, peut-être on parlait des instruments du Palais Lascaris. Ce qui est au Palais Lascaris montré, c'est des instruments baroques. Et la collection Gauthier, c'est bien plus que ça. C'est des collections 19e, c'est des instruments extra-européens qui sont moins montrés. Donc, ce sont des collections qui ne doivent pas être oubliées. Et donc, c'est tout l'intérêt de cet exercice aujourd'hui que de vous montrer, de faire connaître au public. C'est vous aussi qui déterminez le fait que ces collections ne seront plus en danger ou ne seront pas en danger. Messieurs. Ça va ? Moi, ma seule inquiétude dans un patrimoine qui aurait une fin, j'y crois pas, hein. Mais ma seule inquiétude, c'est qu'il n'y ait pas de création autour de cette... pour moi, c'est la création qui la fait vivre. On récupère une partition à du bouchage, on récupère un soir très tard un gars qui chante une chanson, je ne sais pas où, et on la fait vivre d'une autre manière. On la relance sur un autre sujet, sur un autre itinéraire. Voilà, pour moi, après, si ça doit faire du folklore, ça fera du folklore. Pour moi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est pas les choses les plus vivantes que je trouve Mais est-ce que la tradition, c'est du folklore ? Et c'est pas parce que le mot folklore aujourd'hui est péjoratif qu'il n'existe plus. Et lorsque tu abordes les chants niçois, lorsque tu fais ce travail-là sur les partitions, forcément, c'est de la transmission pour que ça ne meure pas. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, en fait, il faut que ça se joue. Donc, c'est le rôle de Frédéric Ray, c'est-à-dire qu'il programme ce genre de concert. Je pense que c'est ce qui va nous permettre de ne pas mourir et de ne pas faire que plus tard, on ne parle d'un chant, du rossignol qui passe. Il est passé, il n'est plus là, il est passé. Oui, alors moi, j'avoue que je suis pas très inquiet pour notre patrimoine. Je suis plus inquiet
pour justement la fabrication d'un patrimoine futur. J'ai tendance à dire que là, on peut identifier à travers les archives sonores, à travers les artistes que vous avez en face de vous, des gens bien concrets et puis des voix bien humaines et bien enregistrées. On sait aujourd'hui qu'il y a une prolifération extrêmement forte sur les plateformes comme Spotify, sur tout ça, de musique générée par l'IA, évidemment, et qui va submerger dans très peu de temps, pratiquement, qui va être à 80% de ce qu'on va trouver sur ces plateformes. Et je me demande quelle va être la place, nous, en tant qu'humains, dans la constitution d'un patrimoine pour le futur. C'est plutôt ça ma question et mon interrogation. C'est vrai que c'est une partie qui entraîne un vrai problème aujourd'hui, la protection des droits d'auteur, la question de qui compose quoi, pourquoi, dans quelles conditions, comment on le transmet. C'est vrai aujourd'hui qu'avec l'IA, on n'a plus confiance en rien. On doit sûrement remettre beaucoup de choses en question. Dans tous les cas, on arrive vraiment au bout. Et pour moi, en conclusion, c'est que ce patrimoine, il ne se transmet pas, il se reconstruit. Michel Biancourt reconstruit le chant à partir de manuscrits de pénitents ou d'une mémoire transfrontalière. Frédéric Fiocchi crée les conditions pour que cette reconstruction soit possible dans son temps. Et Frédéric Ray offre un lieu où elle rencontre un public qui n'en avait pas fait la demande au départ. Et ce que disent les chanteurs du Corps des Berrs, c'est une tradition qui vit, c'est une tradition qui crée. C'est ça la transmission. Ah, je savais que tu le pensais, sinon je ne l'écrirais pas. Et je l'ai écrit parce que tu m'as dit que tu le pensais. Voilà. Et si vous voulez bien, s'il y a quelques questions dans la salle, je crois que mes petits camarades ont envie d'y répondre. Une première question. Tout à l'heure, oui, tout au fond. Parce qu'on m'avait dit que peut-être que j'aurais des organistes dans la salle. Alors s'il y a des questions au sujet des orgues, je suis preneur. Ou du moins, j'en peux essayer. Merci. Bonjour messieurs. Madame. En fait, j'aimerais savoir pourquoi la principauté vous a transmis ce patrimoine, en fait. Et pourquoi à nous? Alors, déjà, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est déjà le prix du mètre carré, c'est-à-dire que les magasins, on cherche tous, hein, c'est pas Jean-Pierre, on cherche tous de la place. Des réserves. Oui. Nous voulons des réserves. Oui, climatisées, etc. Dans les meilleures conditions. Mais c'est Monaco, c'est petit, donc du coup, nous sommes voisins. Et ils ont su que nous conservions le patrimoine sonore. Et au niveau de la région, on est quand même les seuls vraiment. Et au niveau de la région et au niveau national, je vois quelqu'un qui me dit national, mais du coin de l'œil. C'est vrai, nous sommes positionnés comme étant parmi les pôles de conservation du son. Donc, forcément, en tant que voisin, et ça s'est fait de manière très informelle, hein, on en a discuté. À un moment donné, il y avait un transfert de collections parce qu'ils ont créé une nouvelle médiathèque à Monaco. Et à ce moment-là, eh bien, ils ne pouvaient plus garder ces collections-là qui n'étaient pas exploitées au sens scientifique. Donc du coup, en discutant avec la conservatrice à l'époque monégasque, il a été décidé, à notre grand plaisir et honneur d'ailleurs, de transférer ces collections ici à Nice, qui reste évidemment, on est propriétaire, on n'est pas spécialement, c'est pas en termes de propriété, nous sommes dépositaires en fait quelque part de ce patrimoine qui appartient aussi à l'histoire de Monaco. Ça reste aussi un pan de l'histoire de Monaco, bien sûr, mais conservé par nous et valorisé du moins du mieux que nous le pouvons.
Oui, ça on va pas. Non, parce que je veux dire, nous sommes à leur disposition pour pouvoir justement donner, prêter, parce que c'est incessible, inaliénable, imprescriptible. Mais on peut travailler avec Monaco sans problème pour documenter les collections et pour leur permettre d'avoir accès, bien sûr, à ces collections qui seront chez nous conservées. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie d'être là. Moi, je vais parler au nom de notre organiste qui s'appelle donc Cédric Costantino et qui s'occupe de notre orgue. Alors, je représente l'association Saint-Barthélemy à Nice-Nord, notre église, qui a un orgue qui date de 1865, italien, à Jalousie, et qui est le coup de cœur de tout un quartier. Cédric a enregistré son dernier souffle il y a quelque temps, et on organise en ce moment des concerts chaque mois. Là, au mois de juillet, pour la Saint-Barthélemy, on aimerait organiser une nocturne dans le cloître. Tous ces concerts vont pour l'association de l'orgue. Et j'ai vu donc votre parcours à vous. Vous nous dites qu'il faut être courageux, voilà, téméraire, je pense aussi. Est-ce que vous avez une recette? Parce que j'ai vu également que vous donnez des cours avec la professeure qui est Catherine Hiver, qui est chez nous et qui organise aussi des concerts. Et voilà, on aimerait quand même être plus vu, plus entendu. Est-ce qu'on a une recette? Voilà. Merci à vous de répondre. Le quartier Saint-Barthélemy, vous avez l'association du prieuré Saint-Barthélemy, vous avez des associations qui sont fortes. Vous savez que, à part le fait que j'ai la Villa Masséna, j'ai aussi le prieuré. Oui. Je fais partie du prieuré. Voilà, et le prieuré du Vieux-Logis, et vous savez qu'il y a une volonté forte de faire vivre ce quartier en termes de patrimoine. Et je crois que c'est justement les rencontres de toutes ces associations, ce travail en équipe qui peut être fait. Et lorsqu'on fait la fête des Lumières, lorsque dernièrement, on l'a fait encore cette année avec la Villa Arson, avec le concert à la fin, on voit bien qu'il y a une inertie qui est en train de bouger. On est en train de retravailler ensemble, essayer de faire bouger les lignes. Alors oui, je ne vais pas répondre pour Frédéric Ray, mais moi je réponds sur ce qui touche pour moi ce quartier, qui est un quartier important. C'est juste une volonté. Et puis se faire connaître. C'est-à-dire que se faire connaître, on l'a vu pour la Fête de la Lumière, l'église, elle était remplie. Les gens étaient à l'extérieur. Donc, en fait, c'est petit à petit. J'avais une question qui était là. C'est est-ce qu'un orgue ancien peut redevenir une voix familière ou rester un instrument d'initié? C'est toute la question. C'est est-ce que lorsqu'on vous allez programmer, vous vous ouvrez au plus grand nombre par le type de programmation? Et une fois qu'on est là, si votre programmation s'adapte au public, et c'est ta question de savoir tout à l'heure, est-ce qu'on trahit quelque chose en voulant chanter avec Cabrel, en faisant une adaptation, en modifiant? En fait, non, on ne trahit pas, on essaye d'évoluer. Excusez-moi, je ne monopolisais pas là 2 minutes, mais tout simplement parce que dernièrement, j'ai fait une exposition sur les traditions, et que lorsqu'on aborde les traditions, elles évoluent tout le temps. La manière dont on chante aujourd'hui, c'est parce qu'on chantait au 19e. La manière dont les danses de Nisabel de la Chamade sont dansées aujourd'hui ne sont pas celles du 19e. Elles ont évolué, la manière dont on prend le costume. Donc, en fait, vous vous impliquez, vous avez envie de vous faire connaître, et derrière, il y a des structures, les structures associatives, il y a la ville, et par exemple, avec l'association Saint-Barthélemy, on continue à avancer. Donc, madame, oui, on peut bouger. La problématique, c'est d'arriver à faire venir le premier jour 40, la deuxième séance 70, pour peut-être remplir à la dernière table ronde la salle sous les tonnerres d'applaudissements que vous ferez pour nos 3 collègues qui étaient là aujourd'hui. Mais
vous voyez que c'est vraiment un moyen de se faire connaître. C'est ça le plus important. Une programmation auquel on croit, et ce n'est pas forcément la plus facile. Le Corps-Edebert, vous ne faites pas une programmation facile. Ce n'est pas les chants que vous chantiez il y avait 40 ans. On a évolué, on est complètement dans une version qui, aujourd'hui, est une version beaucoup plus portée sur la tradition et le fond. Et c'est simplement ça. Il faut vous trouver votre public, et le public, le bouche à oreille, fera beaucoup de choses. Mais je te donne la parole. Moi, j'avais une question. L'orgue est classé ou il n'est pas encore classé pas. Justement, on a fait la demande. Vous avez fait la demande. Voilà, d'accord. donc c'est en cours. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Voilà, c'est ce que j'ai vu. C'est vraiment très important parce que, évidemment, ça vous permettra d'avoir accès à des fonds de l'État, c'est évident. Et même pour l'entretien, puisque je donne un exemple, c'est vrai que nous, on a une petite subvention qui vient à 50% avec le propriétaire, ensuite pour l'entretien, parce que mine de rien, c'est quand même, il y a un entretien tous les ans, comme on le sait. Voilà, c'est assez... Voilà, ça demande du travail. Alors nous, on a eu la chance, effectivement, le département était très impliqué dans cette histoire parce que l'orgue de la Providence est le plus ancien du département. Donc c'était un peu emblématique et le département a vraiment souhaité aider la Semeuse à porter ce projet. Donc il faut trouver des partenaires financiers qui puissent y trouver eux-mêmes un intérêt. Alors il y a aussi le mécénat, bien sûr, hein, vous pouvez faire appel à du mécénat. Bon, c'est toujours pareil, quand l'orgue vit, qu'il y a des cours, qu'il y a des concerts, quand c'est pas juste une restauration sur le papier, et puis bon, on va rentrer, on va voir un buffet qui ne jouera pas, c'est moins convaincant que si on le fait vivre. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, mais oui, le classement, c'est quand même la première étape. Voilà, ouais. On est sur la bonne voie alors. Hein. Alors oui, j'espère Merci pour beaucoup. vous. Y a-t-il une dernière question? Ils vous ont tout raconté, c'est ça? Ah, d'accord. Alors je crois qu'on va remercier tout le monde, remercier le public. Vous pouvez vous remercier, vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Remercier Michel Blanco, Frédéric Fiussi et Frédéric Ray. Merci à vous et merci à tous. Juste la semaine prochaine, si vous êtes intéressés, on vous donne encore rendez-vous pour 4 séances. Et le 19, ce sera consacré à la question de transmettre les héritages niçois avec une table ronde qui va être assez intéressante puisqu'on aura d'un côté le Malona, Noël Perna sur la question de Mado la niçoise et Éric Léon pour l'artistique et la question des performances et comment on arrive à transmettre que ce soit de la tradition pure ou de la performance artistique en passant par de la création contemporaine. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir.